On passe maintenant à la troisième communication par Nérine Mathieu, qui est conservatrice du patrimoine et chef du service de l'histoire du Louvre, où elle enseignait à l'école du Louvre et travaillait sur les œuvres intercuites, la découverte de l'Antiquité et l'histoire des collections. Et elle va nous parler du programme sur le répertoire programme de recherche sur le répertoire des ventes antiques en France au XIXe siècle, initié par l'INHA. Son titre est « Les collectionneurs d'antiques au XIXe siècle, histoire du marché de l'art ». Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors nous avons vu dans les deux premières communications de ce matin l'originalité de parcours de collectionneurs qui sont remarquables par leur goût et uniques par leur collection, des collectionneurs le plus souvent étudiés à travers la biographie, une biographie précisément retracée. Mais l'art de collectionner, c'est aussi une pratique sociale, ancrée dans les spécificités d'une époque, dans une généalogie, un réseau qui ne cesse de les façonner. Aussi, le programme de recherche mené avec l'INHA, que je vais vous présenter ce matin, s'attache moins à saisir des parcours individuels, mais à décrire une communauté d'individus qui partagent une passion commune, cette passion de la collection, et, dans notre exemple particulier, la question de la collection d'antiques. C'est une recherche qui peut se faire aussi parce qu'il y a un cadre qui est mis progressivement en place à Paris, depuis le XVIIIe et surtout au XIXe, un cadre idéal pour observer ces personnalités. En effet, si au début du XIXe siècle, comme pouvez-vous le voir sur le catalogue de gauche, des ventes ont encore lieu chez des particuliers, la salle des ventes devient peu à peu, avec l'hôtel Bullion, la salle Déjeuneur, puis l'hôtel Drouot, à partir de 1852, un de ces lieux anonymes où se croisent les collectionneurs, où les collections se font, une scène neutre, où se construisent des multiples trajectoires de collectionneurs renommés, mais aussi anonymes. Paris est en effet une des places centrales des ventes aux enchères, concentrant avec Londres près de 80% des ventes européennes, avec, et c'est un comptage qui est encore en cours, pour la première moitié du XIXe, une 130 ventes qui recensent des antiques, avec une certaine intensité, à la fin de cette première partie du XIXe, puisqu'entre 1830 et 1848, on a pour l'instant 68 ventes collectées, qui alimentent ainsi un goût bourgeois où les antiques sortent de la galerie pour être dans les vitrines et les intérieurs de la ville. Une des sources essentielles pour connaître cette assemblée et ce contexte, c'est d'abord le catalogue de vente que les collectionneurs prirent l'habitude d'annoter avec le nom, le prix et parfois, quand ils les connaissaient, le nom des acheteurs. Mais plus encore, il y a le procès-verbal des ventes aux enchères tenu par le commissaire-priseur, un officier ministériel, et déposé pour notre grand honneur aux archives à Paris, aux archives de la ville de Paris, recensant systématiquement pour chaque lot le prix, le nom de l'acquéreur, et donc de manière beaucoup plus systématique, plus administrative que la source précédente. Des sources extrêmement riches qui permettent de suivre les collectionneurs au moment de la constitution de la collection. Des sources bien connues dans certains domaines, et je pense en particulier au monde de l'estampe, au XVIIIe ou au dessin, mais qui n'étaient pas traitées pour les collections d'antiques. Ces sources ont donné donc naissance à un programme initié en 2011 avec l'INHA, Martine de Noyelles tout d'abord et Cécile Colonna désormais, entourée d'une équipe de chargés d'études, Christian Mazet, Morgane Melzik ou Isabelle de Cise, et aussi, très important, d'étudiants en Master 1 et en Master 2. Donc vous voyez une équipe importante pour collecter l'ensemble de ces informations qui s'appuie sur un dépouillement systématique des procès-verbaux et catalogues de vente pour les mettre à la disposition des chercheurs et de la recherche. Et aussi cette question du partage de données pour nourrir d'autres recherches. Une base de données Agora, dans Agora, mise en ligne dès 2014, régulièrement implémentée, qui recense donc les lots, les acteurs, vendeurs, marchands, intermédiaires ou collectionneurs et l'identification actuelle des œuvres. Grâce à Cécile Colonna et Antoine Courtan, on a mis en place cette année un cahier de recherche hypothèse dont les papiers permettent de détailler les recherches, de narrer des parcours d'œuvres, d'illustrer des vies de collectionneurs et de montrer la recherche en train de se faire, mais aussi une application de data visualisation adossée
à la base de données qui permet de cartographier de manière synthétique les parcours aux œuvres tout en permettant de multiples recherches. C'est sur elle que je vais m'appuyer pour vous représenter les premiers éléments de ces recherches. Vous voyez ici, à titre d'exemple, plusieurs pages où, à côté des œuvres passées en vente et de leur valeur, on peut saisir d'un seul coup d'œil aussi l'ensemble des acteurs présents dans ce marché de l'art. Nous n'en sommes qu'à un début. Il y en a, non pas dans la base Agora, mais sur ce site de Dataluisation, 70 qui sont répertoriés, dont les 37 acteurs de la vente Magnancourt. Et pour chacun d'entre eux, et c'est ce qui nous intéresse, nous pouvons suivre les achats effectués, les œuvres sur lesquelles se sont portés leurs goûts ou les sommes dépensées. C'est ainsi que nous pouvons identifier pour chaque vente, dans les procès-verbaux, les acheteurs les plus importants, tout en les replaçant dans une configuration plus générale où les marchands et les musées ne sont pas absents. Par exemple, à partir de la vente Durand de 1836, on voit les collectionneurs, indiqués en bleu, l'éditeur Charles Panckoucke, le comte de Pourtalès-Gorgé en vert ou l'ancien conseiller d'État Paravet en marron, être parmi les plus assidus. Pourtalès intervient dans pas moins de 12 ventes pour une somme dépensée d'environ 23 300 francs et qu'on peut comparer avec la présence des marchands moins nombreux, mais au volume d'achat plus important. Rollin est un des plus réguliers. Dans une dizaine de ventes qu'on a pour l'instant référencées, il achète pour 30 000 francs d'œuvres. Au cours du 19e, cette part des marchands d'ailleurs ne va cesser d'augmenter, ne va cesser de s'accroître pour monopoliser presque cet espace. Non pas que les collectionneurs d'antiques aient disparu, mais ils se font davantage représenter. Un examen plus précis donc de l'ensemble des noms révèle la permanence d'un cercle étroit, je vous en ai déjà cité, un cercle étroit, inconditionnel de collectionneurs, tourateurs, acheteurs et vendeurs. Une élite que les chroniqueurs et les journalistes habitués des salles de vente ne cessent de décrire, une élite appartenant à un milieu social favorisé au profil sociologique particulier. Ils sont issus du monde politique et diplomatique, je citerai par exemple Beugnot, Magnancourt, Pourtalès ou encore Paravet, d'aristocrates ou d'industriels comme Réville et Vivenel. Mais pour les antiques, il faut y adjoindre une catégorie essentielle et caractéristique, ce sont les artistes, qui sont parmi les acheteurs bien représentés. On a pour les deux premiers des architectes, un orfèvre, des peintres, et Gros a une collection importante qui sera mise en vente dans un moment mémorable, mais aussi des sculpteurs et, plus rare, une femme, une chanteuse lyrique. À leur côté, à noter aussi une présence non négligeable de conservateurs, du Fournier-Clarac pour le Louvre, le Noir, ou encore Désiré Raoul-Rochette pour le cabinet Médédaille, qui collectionnent à titre privé et qui sont à titre privé aussi présents dans les ventes. Et d'ailleurs, leur collection sera aussi dispersée en vente. Une catégorie socioprofessionnelle que l'on peut comparer à d'autres domaines de collection, par exemple aux amateurs de livres, qui sont, depuis le XVIIIe, davantage des membres du clergé, des parlementaires ou des avocats. Au sein de ces figures, bien connues, se glissent aussi des collectionneurs plus anonymes et il est intéressant de noter qu'il nous aurait échappé qu'on ne les connaissait pas avant de mener ce dépouillement systématique des sources. Et nous aurions eu, sans eux, une cartographie sociale incomplète, partiale, avec une surreprésentation d'hommes bien nés. On a ici, par exemple, un certain Réville qui est présent dans différentes ventes, vente Durand ou Beugnot. Une étude attentive des catalogues a révélé que lui-même avait organisé 3 ventes qui se sont succédées et sa nécrologie, parue dans le cabinet de l'amateur et d'antiquaire, note justement que l'histoire de Réville est courte et qu'on n'en sait pas grand-chose. Il a, semble-t-il, peu voyagé, était peu introduit dans les réseaux parisiens et s'il constitua des collections, c'est justement essentiellement grâce à la salle des ventes, un lieu accessible et ouvert. C'est aussi ce que l'on peut voir dans la deuxième moitié du XIXe, ça ne cessera de s'accentuer, où les ventes d'antiques s'intensifient et où les anonymes, venant pour quelques objets seulement, comme par exemple du Rufflet, sont de plus en plus présents. Si on regarde plus précisément les données, et il y a encore beaucoup à faire, on peut donc retracer des profils singuliers de collectionneurs dont les goûts et les pratiques peuvent être décelés, des collectionneurs compulsifs au portefeuille bien garni, des architectes plus modestes, mais réguliers, comme du Rufflet que j'ai cité, ou encore comme le marquis de la Marche, Barthélemy Félix Fiot, qui est un militaire, qui fréquente la plupart des ventes d'antiques importantes de l'époque. Je peux citer les ventes Réville, Durand, Le Noir, Canigno, Magnancourt, donc dans une période qui va de 1835 à 1840, mais qui achète à chaque fois à des prix modérés. Vous voyez ici donc ce que permet la data visualisation qu'on a proposée,
où vous voyez qu'il y a ici une échelle des prix et de l'ensemble des valeurs des objets. En orange, les œuvres achetées par ce collectionneur, et vous voyez qu'il se comporte dans une grille assez restreinte de prix, en se concentrant essentiellement sur des vases qui sont effectivement les objets les plus collectionnés en ce début du 19e, les antiques les plus collectionnés. On en a répertorié plus de 3000 à comparer avec 411 ou 120 verres. Il appartient donc à la majorité des collectionneurs que nous avons pu étudier et que Luzetré avait noté, où 68% acquièrent moins de 5 vases, alors qu'il y a une élite de 28% qui en achète entre 5 et 25. Auquel appartient un autre collectionneur fort présent, un acteur important de ces ventes aux enchères, le baron de Witt, un archéologue belge, membre de l'Institut de correspondance archéologique et de l'Académie des inscriptions et bas-lettres, qui, lui, se signale par les acquisitions les plus chères, comme ce magnifique cratère, une des enchères de base les plus chères, environ 4200 francs, désormais au British Museum. Au gré de ces données et de l'étude des catalogues de vente, apparaît non pas seulement des profils particuliers, mais aussi une communauté où les acheteurs, les collectionneurs s'achètent les uns les autres, et le début d'une circulation d'objets assez importante. D'après les premières données du programme, il apparaît ainsi qu'en 30 ans, 175 objets sont passés au moins dans 2 ventes, se sont revendus au sein même de la salle des ventes, que 45 acheteurs acquièrent au moins 10 lots et que 39% d'entre eux vendront aussi ensuite leur collection en vente aux enchères. Vous voyez un réseau qui se nourrit, où la présence des collectionneurs fait aussi, des collectionneurs fait l'importance d'une vente, comme on peut le voir pour la vente du Rang, décrite ainsi. C'est une merveilleux, ce n'est qu'à Paris que ce brillant succès est possible, où une grande concurrence d'amateurs pouvait avoir lieu. Les acteurs prennent place donc dans une communauté d'individus qui confortent le statut de l'objet et aussi celui du propriétaire. Le chevalier du Rang, par exemple, était prévent à la vente Montfort, à celle de la cantatrice Mainvielle-Fodor, à l'industriel Réville, Prince Canino, et lui-même va nourrir l'ensemble des collectionneurs de cette époque lors de sa vente de 1836, après décès, et même la génération suivante qui va se nourrir au sein de cette vente. Dans ces échanges et ces transactions, vous voyez, le collectionneur s'inscrit en fait dans une lignée et les œuvres gagnent ainsi une histoire. Il est significatif qu'après la vente de Durand en 1836, un fascicule que vous voyez à droite a été publié qui recensait justement tous les acheteurs de la vente, un fascicule largement diffusé. On comprend mieux ici la remarque d'Henri Rochefort qui décrit ce monde-là en disant c'est dans les vieux catalogues de ces ventes que nous cherchons aujourd'hui les titres de noblesse, des tableaux, des dessins et des estampes que nous possédons, des catalogues de vente qui sont la mémoire d'un court instant de cette vente, mais qui montrent aussi des connaissances à un moment donné, qui sont aussi le portrait d'un collectionneur, mais également un livre d'histoire, fabriquant une généalogie, une histoire moderne qui va se substituer à celle lacunaire ou inaccessible d'objets sortis de fouilles. Vous voyez ici les derniers résultats publiés sur le carnet de recherche de Morgan Melzik, où vous voyez dans ce schéma un arbre généalogique. Vous voyez dans ce schéma la manière dont les objets vont circuler. On y lit aussi bien l'histoire d'une collection, donc celle de Lord Pembroke qui avait environ 200 objets, dont une vingtaine de vases. Vous voyez les multiples, vous y voyez la famille des collectionneurs, mais vous suivez aussi le parcours d'œuvres qui partent de leur lieu de découverte à leur lieu de conservation actuel aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, et qui, pour certains objets, vont passer dans pas de moins de 5 mains différentes. Le programme, vous voyez, en suivant les collectionneurs, dessine aussi des portraits, bien sûr, mais une histoire de la circulation des œuvres et des échanges qui mènent finalement à l'histoire de la constitution des collections de musées, dernière étape d'un parcours né de passions individuelles et d'histoires partagées. On retrouve le musée d'individus évoqué par Orhan Pamuk, selon la très belle citation donnée par Salvatore Settis en introduction. Merci. Merci à Nelly Mathieu pour cette communication très intéressante qui nous invite à regarder les collections, les pratiques des collectionneurs et les collections même du côté des pratiques du marché d'art, un regard à la fois culturel, sociologique et économique.